Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais tenter quelque chose avec vous, c'est de faire un petit film d'explication. Et puis ça vous permettra de le regarder quand vous voulez, de vous arrêter pour comprendre les différents principes. Et puis j'espère que vous allez comprendre. Donc je reprends les pages 67 à 70 que vous deviez lire. Et puis l'idée, c'est que de ce chapitre, on va parler de l'offre et de la demande. On va commencer par la demande, qui est issue des ménages, qui sont l'unité de consommation, ça je vous avais lu, et puis ils vont consommer des biens et des services qui sont produits par les entreprises. On verra plus tard que les entreprises, ce sont les unités de production. L'idée, c'est évidemment, ça c'est important, cette partie-là, hein, les ménages apparaissent sur le marché des biens et services, ils sont demandeurs. Donc en fait, tout le monde est demandeur à un moment donné dans sa vie. C'est que vous êtes acheteur, mais ce n'est pas toujours le cas par contre d'être offreur ici lorsque vous êtes vendeur. Et là, vous allez agir sur le marché des facteurs de production. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que les ménages, on fait tous partie d'un ménage. Sachez aussi que le ménage, c'est pas forcément une famille, ça peut être aussi une personne seule. Euh, et puis, ce ménage va exprimer vraiment ses préférences. Donc, il a toute la liberté d'utiliser son revenu comme il le pense. La suite, c'est, on va travailler dans cette partie-là, bas de la page, sur la demande individuelle. Si j'avais été en classe avec vous, ce que j'aurais fait, j'aurais pris par exemple un téléphone portable de quelqu'un, en espérant que ça soit un des derniers modèles, et puis je vous aurais posé la question, si le prix de ce smartphone était de tant de francs, imaginons, je prends le dernier iPhone, il serait de tant de francs, 1500 francs, combien vous en achetez de pièces? Et ça, c'est important que vous compreniez que je fais varier que le prix. On fait varier que le prix. Et rien d'autre pour l'instant. Et puis j'aurais dit, peut-être que personne ne serait intéressé à 1500 francs. Et si je dis, voilà, à 1000 francs, combien vous en achèteriez deux pièces? Peut-être une ou deux personnes lèveraient la main. Puis après, je descends le prix. Et puis en disant, par exemple, à la fin, si ce nouvel iPhone est à 100 francs, combien de pièces en achèteriez-vous? Et évidemment que votre quantité demandée va certainement augmenter. Vous allez peut-être acheter deux téléphones, trois téléphones à ce prix-là. Donc, c'est pour exprimer la loi de la demande qui dit que plus un prix va s'élever ici, moins la quantité demandée du consommateur va augmenter. En d'autres termes, c'est une relation inverse. Plus le prix augmente, moins je vais acheter de quantité. C'est ma deuxième ligne qui est ici. Je remonte juste ici pour que vous compreniez que cette partie-là est aussi importante. Hein. C'est que la quantité que vous allez acheter, vous, consommateurs, vous et moi, eh bien, va dépendre du prix de cette marchandise, on vient de le voir, mais ça va dépendre aussi de votre revenu, des autres prix de biens. On verra après les biens qui sont complémentaires et des biens substituables. Alors peut-être noter ici complémentaire, une petite flèche. Complémentaire, c'est un bien qui ne peut pas fonctionner sans l'autre. Un bien qui ne peut pas fonctionner sans l'autre, ce qu'il y a de bien avec un petit film, c'est que vous pouvez revenir en arrière pour prendre note. Donc un bien ne peut pas fonctionner sans l'autre. Par exemple, une imprimante avec des cartouches d'encre. Et puis des biens substituables, petite flèche aussi, biens substituables, ce sont des biens qui peuvent se substituer, c'est-à-dire un bien peut remplacer un autre. L'exemple le plus typique qu'on cite souvent, c'est par exemple du beurre et de la margarine. Voilà des exemples. Hein. Et puis ça va aussi dépendre du goût des consommateurs, de la mode, l'effet de mode, de la publicité qui peut vous influencer, etc. Donc maintenant,
l'idée de cette variation de prix que j'aurais pu vous exprimer en classe, c'est je fais varier uniquement le prix et rien d'autre. C'est en gardant constant tous les autres. C'est ce qu'on appelle une hypothèse ceteris paribus, hein, toute chose restant égale par ailleurs. Donc je répète, c'est uniquement le prix qui varie. C'est pas un effet de mode, c'est pas parce que vous avez plus d'argent de poche ou une augmentation de salaire. Donc c'est vraiment important de ceci. Et on est capable de créer ce qu'on appelle une table de demande pour le consommateur. Cette table de demande, elle est intéressante parce qu'à un moment donné, évidemment, on va pouvoir la représenter sous forme de graphique. Ici, cette forme de graphique qui aura toujours les mêmes axes. Alors ça, vous aimeriez bien que vous mettiez en évidence, c'est que l'axe des X qui est ici, c'est la quantité. Entourer ceci, c'est la quantité de la marchandise X, puisque c'est celle qui est là, et puis l'axe des Y qui est ici, c'est le prix de ce bien. Donc je fais varier ici le prix, et puis je pourrais constater la quantité qui est là. Alors comment je peux lire un graphique? C'est si le prix sur le marché est de 7 unités, je vais en demander 2 pièces. Si le prix est de 4 unités, je vais en demander 8 pièces, etc. Donc on est capable de dessiner une droite. Ça peut être aussi une courbe, hein, ça dépendra de la donnée. Par exemple, si vous avez une équation qui vous est donnée, ça peut être tout à fait une courbe, hein, qui aurait cette forme-là. On verra ça un petit peu plus tard. Constatation, plus le prix est bas, hein, 1 franc, 2 francs, même gratuit, hein, eh bien, plus le consommateur souhaitera une grosse quantité. Hein. Si le prix est de 2, je demanderai 12. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est que si c'est gratuit, 0, je vais en demander 16. Donc c'est gratuit, j'en demande quand même 16. Par exemple, chaque jour, je demande 16 petits pains au lait. Hein. Par exemple, hein, c'est un exemple comme ça. Donc la notion d'être gratuit, c'est à l'origine, mais si le prix est de 7, j'en demande plus que 2. Hein. C'est ça l'idée. Et on peut en faire une fonction. La quantité demandée est fonction du prix. Donc, quelque chose qui multipliera le prix plus B. Et puis, on a un chiffre ici, un chiffre qui multiplie A, il est plus grand que 0. Ça, c'est pour la fonction de la quantité demandée. Donc voilà comment ce qu'on peut faire. Et puis ici, on vous donne un exemple concret. C'est l'idée de location de DVD. Combien de fois par semaine êtes-vous d'accord d'aller au cinéma si le prix... pardon, je suis désolé, c'est pas du tout ça. Hein. Le prix varie de 20 à 20 francs prix offert. Hein. Donc ces réponses nous permettent de dresser la table de demande suivante. Si le prix est de 20, c'est trop cher, j'y vais pas, je ne demande pas. Si le prix baisse, plus le prix baisse, plus je vais demander d'aller au cinéma. Par contre, si c'est gratuit, je vais 5 fois, mais je ne vais pas plus, hein, parce que je veux faire aussi d'autres choses. Et avec ça, on peut construire cette courbe qui est ici. Remarque tout en bas, très importante, c'est lorsque on maintient inchangés les goûts de l'étudiant. On n'a fait varier que le prix. C'est cette notion-là. Le fait que ça soit la mode ou pas d'aller au cinéma, le montant de salaire de poste, on dit que c'est inchangé, donc ceteris paribus, on ne fait pas varier le reste. Ça, c'est pour créer votre demande, votre courbe de demande. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est comment cette demande peut-elle varier. Alors, ça, j'aimerais bien que vous compreniez cette notion-là assez vite. Pourquoi? Parce que on va cette fois voir que la courbe qui est ici va se déplacer. Donc cette courbe, elle va se déplacer uniquement avec des éléments qui vont changer, des éléments extérieurs, et ce sont des éléments qui sont
comme le revenu du consommateur, la mode, etc. Tout ce qu'on ne faisait pas changer avant, on va les faire changer à ce moment-là. Donc ce n'est plus le prix qui varie, mais ce sont des éléments extérieurs au prix du bien en question. Si vous avez plus de salaire qu'avant, eh bien, l'idée de ce premier petit graphique, variation du revenu du consommateur, pour un même prix, c'est indiqué là, donc le prix ici reste le même. Avant, je demandais la quantité 1. Par exemple, j'invente la viande, le prix du cervelas, à 2 francs la paire, peut-être un peu plus cher ou j'en sais rien, mais 2 francs la paire de cervelas, j'en achetais une paire par semaine. Et puis, parce que vous avez une augmentation de votre revenu, salaire du consommateur, le prix du cervelas reste le même, 2 francs, et bien cette fois, je vais en demander 2 fois plus. Plutôt que d'avoir une paire, je vais en demander 2 paires. Donc, votre courbe de demande, elle va se déplacer à droite. Alors, j'aimerais que vous notiez ici la petite flèche qui est horizontale. Vous mettez une indication comme quoi il s'agit d'une augmentation de la demande. Augmentation de la demande, elle se déplace sur la droite. Donc, petite flèche, explication, il s'agit d'une augmentation de la demande et la courbe se déplace sur la droite. Un transfert horizontal sur la droite. Ça, c'est un élément important de votre déplacement de courbe individuelle. Je le rappelle, ce n'est pas dû à une variation de prix. Le prix reste le même, 2 francs la paire de cervelas, mais parce que vous avez une augmentation de votre revenu, par exemple, eh bien, vous pouvez acheter plus qu'avant. Donc, vous avez votre demande qui va se transférer à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement, déplacement de votre courbe de demande. Le seul point, j'ai pris un cervelas en temps normaux, mais c'est pas par hasard que j'ai pris le cervelas. Il y a certaines personnes qui considèrent le cervelas comme un bien dit inférieur. Alors moi, je préfère que vous notiez plutôt que le cervelas ici, j'aimerais plutôt que vous parliez de pommes de terre. Les pommes de terre, considérées plutôt comme un bien inférieur. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez très peu de revenus. Et puis que toute la semaine, vous mangiez des pommes de terre, des patates tous les jours. Eh bien, la règle est la suivante. Si, normalement, et je reviens en arrière, si le prix d'un bien augmente, je vais moins en demander. Puis on peut dire aussi dans l'autre sens, si le prix d'un bien diminue, je vais plus en demander. Alors imaginez, dans ce cas de figure des biens dits inférieurs, pas le cervelas, mais la patate, eh bien, que si tout à coup vous avez une augmentation de votre revenu pour la patate, et que jusqu'à présent vous mangez que des patates tous les jours, c'est pas parce que vous avez une augmentation de votre revenu que vous allez acheter plus de patates, qui était le cas ici. Un bien inférieur fait exactement au principe l'inverse, c'est que si votre votre revenu augmentait, vous êtes super content, vous allez acheter peut-être moins de patates, parce que vous en avez juste ras-le-bol de ces patates, et puis vous allez simplement consommer d'autres produits à la place des patates. Donc votre demande de patates, qui était ici, elle va non pas se déplacer à droite pour une augmentation, mais pour le même prix, elle va se déplacer à gauche cette fois. Ça, c'est le cas des biens inférieurs. Voilà pour cette partie-là. Et puis, on passe sur quelque chose d'assez sympa, qui est facile, j'espère, à comprendre. C'est lorsque vous avez le prix d'un bien complémentaire ou substituable qui va se modifier. Alors, j'ai dit tout à l'heure, bien complémentaire, page précédente, il fallait noter que le bien complémentaire, ce sont des biens qui ne peuvent pas fonctionner sans l'autre. Des élèves citent souvent une voiture avec de l'essence, l'essence avec de la voiture. Vous avez les biens substituables, le meilleur exemple c'est le beurre et la margarine. Alors on va prendre les deux cas après
les autres. On prend dans un premier cas les biens dits substituables. Si le produit B peut remplacer le produit A, ils sont substituables. Alors, suivez bien, une hausse du prix du bien A aura pour effet une hausse de la demande du point B. Alors, c'est l'exemple qui est ici. Je vais prendre l'exemple du beurre et de la margarine qui est cité là. Vous avez d'autres exemples, places de cinéma, DVD location, de marques de boissons minérales concurrentes. Prenons le beurre et la margarine. Si vous voulez faire un gâteau et vous avez besoin de beurre, vous arrivez et votre idée c'est d'acheter du beurre. Donc on parle de la demande de beurre. Vous arrivez au magasin et puis un bien substituable qu'est la margarine, on voit que le prix de la margarine a nettement chuté parce qu'il y a une action à 50%. Alors, ce que vous allez faire d'une façon générale chez l'être humain, hein, c'est de dire je veux du beurre, mais comme le prix de la margarine a baissé, je vais plutôt acheter de la margarine. Donc, ma demande de beurre, elle, va diminuer parce que le prix de la margarine a augmenté. Donc, c'est représenté ici hein, par ces graphiques. Ce graphique, moi j'ai pris une baisse d'un prix d'un bien de substitution. Hein. Imaginez le contraire. Si vous avez, ça serait exprimé par ce graphique-là en fait. Vous venez, vous souhaitez D1, c'est la demande de beurre, et puis vous arrivez, action sous la margarine, vous vous précipitez sur la margarine. Du coup, votre demande de beurre, elle va diminuer. Le prix du beurre, qui n'est pas tout à fait représenté ici, lui, le prix du beurre n'a pas changé. Je vais peut-être faire un petit dessin avec le petit crayon de ma fille là. Donc si le prix du beurre était ici, on est ici à 3 francs la plaque de beurre. Vous en achetiez 2 d'habitude. Et puis ici, maintenant j'en achète plus qu'une. Parce que le prix de la margarine a nettement chuté. Donc je demande moins de beurre. Et puis je vais déplacer toute ma courbe de demande vers la gauche. Ça, c'était des biens substituables. Les biens complémentaires, c'est aussi facile, j'espère, à comprendre. Complémentaire, l'un ne peut pas fonctionner comme l'autre. Bon, essence et automobile, DVD, lecteur de DVD. Prenons un troisième exemple qui serait l'imprimante et l'encre de votre imprimante. Donc, si le prix des imprimantes baisse, je vais avoir une augmentation de la demande d'encre. Ça paraît assez logique aussi. Je répète, si le prix des imprimantes baisse sur le marché, il y aura une augmentation de la demande en cartouches d'encre. C'est assez logique parce que si le prix de l'imprimante baisse, vous allez acheter une imprimante ou deux, par exemple, hein, par les temps qui courent, c'est peut-être le cas. Et puis, comme je demande des imprimantes, je vais devoir acheter plus de cartouches d'encre. Donc, le prix de ces biens qui sont complémentaires va toujours évoluer dans la même sorte. Si le prix des imprimantes augmente, eh bien la demande en cartouches d'encre va baisser. C'est ça l'idée. Hein. Avec les autres exemples, c'est la même chose. DVD, lecteur de DVD. Si le lecteur de DVD est très bon marché, vous allez acheter le DVD, donc le lecteur de DVD, donc les DVD. Il y a aussi un exemple avec les petits appareils qui sont les Polaroid. Vous savez où il y a la petite photo qui sort directement. Mais c'est la même chose. Si le prix de l'appareil photo baisse, vous allez acheter l'appareil photo, donc vous allez plus demander de ces films. Raison pour laquelle, petite notion de marketing, eh bien, dans ces appareils instantanés, hein, eh bien, l'appareil coûte souvent bon marché, puis après, ils vont se rattraper sur les films. Même chose avec des imprimantes. Vous pouvez acheter des imprimantes à 40 francs, 50 francs. Vous êtes tout content, vous êtes votre imprimante, mais par contre, après, qu'est-ce que vous devrez acheter comme cartouche d'encre? Voilà pour ces notions de biens dits substituables et complémentaires.
Et puis, la dernière page que je vous avais demandé de lire, c'était cette page ici. Évidemment, cette partie-là, eh bien, vous allez beaucoup être influencé par la mode, l'effet de mode, par la publicité pour le produit. Si la mode veut qu'on porte des blue jeans délavés ou troués, par exemple, ben, la demande va forcément être impactée par ceci. Principalement aussi les jeunes, vous êtes pas mal influencés par ça. Donc la publicité va considérablement influencer la demande pour tout le monde. Mais c'est vrai que les ados sont quand même assez influençables. Mais ça, c'est pas péjoratif, c'est simplement ce qu'on peut constater. Et puis, dernière partie, c'est ici l'anticipation des acheteurs. Si justement les acheteurs, les demandeurs pensent que le prix d'un produit qu'ils désirent, ce prix va augmenter, eh bien on va accroître tout de suite notre demande. On va accélérer l'achat avant que l'augmentation du prix ne survienne. Et puis, si la situation économique est morose, que certains acheteurs craignent de se retrouver au chômage, on va réduire la consommation et la demande diminuera. Alors c'est exactement l'actualité. Je me fais une petite parenthèse par rapport à ça, où on sait qu'on va au-devant de difficultés économiques grandissantes. Les gens, évidemment, consomment beaucoup moins maintenant. On consomme quasiment que pour de la nourriture. Eh bien, la demande globale baisse, si bien que si la demande baisse, on verra plus tard, les prix ont tendance à baisser aussi. Donc ces anticipations, c'est ça. Et puis dernier cas, ça je vais vraiment insister là-dessus pour que vous compreniez bien cette histoire-là, c'est un petit résumé pour revenir sur cette notion de, page ici où on va dessiner notre courbe de demande, et puis on a parlé des déplacements à gauche ou à droite. Il ne faut pas confondre les deux choses. C'est déplacement de la courbe versus contre déplacement de la courbe. Donc le déplacement sur la courbe, c'est celui-là, c'est ce graphique-là. Dans ce graphique-là, eh bien, on se balade le long de la courbe. Et s'il vous plaît, notez à côté, pour ce graphique-là, on ne fait varier que le prix. Point d'exclamation. Je répète, on ne fait varier que le prix. En d'autres termes, si le prix est de 12, je vais demander une quantité de 2. Et puis si le prix augmente à 16, je vais demander une quantité plus qu'à 1. Donc on passe de ce point-là à ce point-là sur le graphique. Je me balade le long de la courbe. Même chose, on aurait pu faire dans l'autre sens. Si le prix était de 12, je demande 2. Et puis le prix baisse à 8. 8, je lis, je suis sur ce point-là, je vais demander 3. Donc on pourrait faire aussi une petite flèche qui va dans l'autre sens. C'est un mouvement souligné sur la courbe. On se balade le long de la courbe entre les points. Donc là, c'est uniquement dû au fait que je fais varier le prix qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement sur la courbe. Et puis, deuxième cas de figure qu'on vient de voir à la page précédente, c'est un déplacement complet, un transfert, une translation, il me semble que c'est ça le terme, de ma courbe qui va se déplacer ici à gauche. L'ensemble de ma courbe se déplace à gauche parce que là, vous mettez, ce n'est pas le prix qui varie, mais tous les autres facteurs. Par exemple, la mode, votre revenu, le prix de biens complémentaires ou substituables, mais pas le prix du bien en question. J'insiste, c'est pas le prix du bien en question. Si c'est le prix du bien en question, on est sur ce graphique-là et on se promène le long de la courbe. Sinon, on est ici avec un transfert. La courbe va se déplacer à gauche. Donc dans ce cas-là, si le prix est toujours à 12 balles, avant je demandais 2 unités. Et puis, pour la raison qu'on a vue, par exemple, avant, j'ai moins de revenus, je vais moins gagner, eh bien, pour toujours le même prix de 12 francs de la place de cinéma, je vais en demander plus qu'une.
Donc voilà votre nouveau point. Donc toute ma courbe va faire la même chose. Si le prix de 8, avant je demandais 3. Si le prix de 8, toujours le même, je vais en demander 2. Je peux construire ici ma nouvelle courbe verte foncée. Et puis on a un déplacement complet de ma courbe à gauche. C'est ce qu'on appelle une baisse de la demande. Quand ça va à gauche. Donc notez peut-être un dernier point de place. Si vous avez un déplacement horizontal à gauche, votre courbe se déplace à gauche, c'est une baisse de la demande. À droite, ça serait une augmentation de la demande. Et ça, le prix ne varie pas. C'est tous les autres facteurs qui vont vous influencer. Et pour terminer, je reviens là-haut. Donc ici, le prix augmente et la quantité demandée va diminuer de 2 à 1. Donc c'est la quantité demandée, soulignée, quantité demandée qui baisse. Et puis ici, on a une baisse de la demande. Donc c'est deux choses différentes. La quantité demandée ici baisse, et puis là c'est la demande qui baisse. Mouvement de la demande ici. La demande a baissé. Full stop. Voilà, c'était ce que vous deviez lire pour aujourd'hui. J'espère que avec ces explications-là, ça jouera. Et puis je vous ferai des commentaires pour la suite. En vous souhaitant bon courage et une bonne journée.